Une bonne copie dans l'antichambre des Business Schools, documentaire réalisé par Clément Marchand et Théo Pétrinier, ou l'illustration du parcours du combattant, vous venez de le voir, que constituent les classes préparatoires aux grandes écoles de commerce. L'occasion, en prolongement de ce film, de s'interroger maintenant sur ce plateau de débat doc sur les nouvelles aspirations des jeunes diplômés lorsqu'il s'agit de prendre pied dans le monde du travail. Trois invités sont avec nous. Olivier Galland, pour commencer. Bienvenue à vous, Olivier Galland. Vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS et spécialiste des questions de jeunesse. Vous avez récemment contribué à l'étude sur les jeunes et le travail de l'Institut Montaigne, paru en avril dernier et dont il va être souvent question dans cette émission. On va donc y revenir avec vous. Et vous êtes l'auteur, entre autres, de Sociologie de la jeunesse, un ouvrage publié et réédité chez Armand Collin. Élodie Gentina est également avec nous. Bienvenue à vous. Vous êtes professeure en marketing à l'IESEG, School of Management, et conférencière. Vous dirigez aussi le cabinet d'études EG Consulting. Vous êtes une spécialiste de la nouvelle génération, la génération Z, enfants nés environ entre 1995 et 2010. Autrement dit, ils ont entre 16 et 30 ans aujourd'hui. Et vous êtes l'auteur de ce livre Manager la génération Z, justement, un ouvrage disponible aux éditions Duno. Et puis enfin avec nous, Jean-François Giret. Bienvenue à vous. Vous êtes depuis avril 2024 le directeur général du Centre d'études et de recherche sur les qualifications, le CEREC. Vous êtes professeur des universités. Vos recherches portent sur la question formation-emploi et plus particulièrement sur l'insertion professionnelle des jeunes, les conditions de vie des étudiants et sur l'équité des politiques d'éducation et de formation et leur efficacité. Il y a sans doute beaucoup à dire sur ce sujet. Nous venons de voir ce documentaire ensemble. Olivier Galland, je l'ai dit lors de votre présentation, vous avez participé à cette étude intitulée « Les jeunes et le travail, aspirations et désillusions des 16-30 ans » pour le compte de l'Institut Montaigne. Et regardez donc ce premier panneau que nous vous proposons. Il s'agit des critères principaux des 16-30 ans aujourd'hui dans le choix de leur emploi. C'est un panneau qui se lit de la gauche vers la droite. Le premier critère, c'est la rémunération. Le second critère, l'équilibre temps de travail et temps libre. Troisième critère, l'absence de stress. On y reviendra ensemble tout à l'heure. Et enfin, les possibilités d'évolution. Qu'y a-t-il de nouveau? On fait appel à votre mémoire, Olivier Galland, d'emblée. Qu'y a-t-il de nouveau dans ces aspirations exprimées par ces 16-30 ans à travers cette étude aujourd'hui à comparer à celle d'hier? Alors d'abord, si vous voulez, ce qui peut peut-être surprendre, c'est la rémunération, mais les jeunes ne sont pas une génération utilitariste pour autant. S'ils placent la rémunération en tête, je crois qu'ils ont de bonnes raisons. Ces jeunes, si vous voulez, ne sont pas des Tanguy. Ils ne veulent pas rester chez leurs parents. C'est un peu un mythe, Tanguy, vous voyez. Donc ils veulent devenir indépendants, ils veulent devenir autonomes. Et pour ça, évidemment, il faut qu'ils quittent leurs parents, il faut qu'ils trouvent un logement. Le coût de logement aujourd'hui est important, ça prend une part importante du budget des jeunes et beaucoup d'entre eux commencent à travailler avec un SMIC. Tous les jeunes ne sortent pas d'HEC. Et donc, voilà, la rémunération, on comprend que ça fasse partie de leurs principales préoccupations. Et évidemment, lorsqu'on cherche un premier emploi ou un emploi tout court, la rémunération est un élément assez essentiel. C'est essentiel. L'équilibre temps de travail, temps libre, en revanche, alors ça, qui arrive en deuxième position, c'est peut-être plus nouveau. Alors voilà, ça c'est peut-être plus nouveau. Alors, parce qu'effectivement, les jeunes veulent trouver ce bon équilibre. Alors ça ne veut pas dire pour autant qui rejettent le travail, pas du tout. D'ailleurs, on voit dans l'enquête qu'au contraire, on leur demande, et une autre question, on leur demande si vous aviez les moyens de ne pas travailler, est-ce que vous travailleriez ou pas? Et 80% disent on continuerait à travailler. Alors peut-être en changeant de métier, mais on continuera à travailler. Donc il n'y a pas de rejet du travail. Mais par contre, on ne veut pas sacrifier sa vie personnelle au travail. Et ça, c'est peut-être nouveau, et c'est sans doute nouveau. Et d'ailleurs, je pense que c'est lié aussi à l'évolution des couples, et à l'évolution des rôles sexués dans la vie personnelle et dans la vie de travail. Aujourd'hui, les jeunes femmes ont des ambitions professionnelles aussi élevées, parfois plus élevées que celles des hommes. Et donc le modèle ancien, si vous voulez, où l'homme pouvait se consacrer totalement à son travail à 150% parce que la femme s'occupait des enfants de la maison, des travaux domestiques. Tout ça, c'est terminé.
Donc voilà, les hommes, ils sont requis aussi pour participer à l'éducation des enfants, à certaines tâches domestiques, même si on n'est pas arrivé à une égalité parfaite. Et donc ça, c'est un élément, si vous voulez, qui relativise un peu forcément la place du travail dans la vie. Dans ces principaux critères, dans le choix des emplois des jeunes qui nous concernent, de cette fameuse génération Z, vous confirmez ce qui vient d'être dit là, et notamment cette place du travail. Elle n'est plus aussi centrale. Toutes les études semblent le dire. Vous le confirmez. Comment est-ce qu'on peut exprimer les choses sur ce rapport à la valeur travail aujourd'hui chez ces jeunes? En fait, c'est pas la fin du travail. On est sur un autre rapport au travail qui est peut-être moins rationnel mais plus affectif. Il y a ce besoin d'équilibre de vie pro, vie perso. J'ai mené une étude auprès de 2500 jeunes et je leur ai demandé, alors voilà, comment tu te vois demain dans l'entreprise? C'est quoi l'élément engageant? Et pour 75% d'entre eux, c'est cet équilibre de vie. J'appelle ça l'enchevêtrement des sphères. Voilà, privé et puis pro, avant même gravir les échelons de l'entreprise ou monter ma boîte ou rechercher la sécurité de l'emploi. Voilà, c'est plus forcément ça qu'ils recherchent. Après, on voit bien que l'entreprise doit devenir apprenante. On a envie d'apprendre tous les jours dans l'entreprise. Ça, c'est pas quelque chose qui est propre à la génération Z, mais les seniors, les autres générations recherchent aussi ces éléments-là. La santé mentale, c'est aussi vraiment un élément marqueur de cette génération aujourd'hui. C'est nouveau, ça aussi. C'est quelque chose qui est nouveau. C'est une aspiration qui apparaissait moins sur les générations précédentes. Avant, on en parlait peut-être moins. Cette peur du stress. C'était peut-être un élément qui était plus tabou. Aujourd'hui, ils en parlent volontiers. La crise de la Covid-19 est venue aussi accélérer tous ces questionnements liés à la RSE, à la planète, etc., avec des nouveaux phénomènes comme l'éco-anxiété, qui touche 35% des jeunes aujourd'hui. Être anxieux de vivre dans cette planète dans laquelle on vit aujourd'hui. Et donc, l'entreprise aujourd'hui a aussi un rôle lié au bien-être et comment répondre justement à ces soucis de santé mentale, notamment chez la nouvelle génération. Cette peur du stress, cette crainte du stress apparaît davantage visiblement chez les femmes que chez les jeunes femmes, que chez les jeunes hommes dans les études auxquelles j'ai pu avoir accès pour préparer cette émission. C'est le cas et on l'explique comment? Alors ça c'est aussi en lien avec mon prochain bouquin sur les femmes au sommet, alors on n'a pas forcément, mais je pense que la place de la femme dans la société, même si aujourd'hui les femmes travaillent, etc., il y a aussi souvent ce syndrome aussi de manque de confiance, de syndrome de l'imposteur, et je pense que dès petit, il faut vraiment travailler aussi cette confiance en soi, ce droit à l'erreur, le droit de se tromper, dans l'éducation, dans la socialisation, mais là je pense que Monsieur Galland pourra aussi répondre à cette question. Alors rapidement, peut-être vous complétez ensuite. Très rapidement, avant de passer la parole à Jean-François Giret, très rapidement sur le stress, ce qu'on voit dans notre étude qui est assez fascinant, c'est qu'effectivement, les jeunes femmes, ils sont plus sensibles. Et pourquoi ils sont-elles plus sensibles? Alors peut-être pour une sensibilité particulière liée à leur genre, mais surtout parce qu'elles travaillent principalement, ou beaucoup plus que les hommes, dans des métiers de service. Et un certain nombre d'enquêtes de la DARES, par exemple, ont montré que dans ces métiers de service, il y a effectivement du stress qui est lié principalement au rapport avec le public. Voilà, c'est des métiers où on est en rapport avec le public. Alors un public peut-être aujourd'hui qui est plus exigeant, qui est parfois plus agressif. Et ça génère beaucoup de stress, et notamment chez ces femmes qui travaillent dans les métiers de service, alors que les hommes qui sont plus orientés dans les secteurs professionnels vers l'industrie sont beaucoup moins sensibles à cette question du stress. Jean-François Giret, je voudrais revenir sur ce fameux critère de l'équilibre temps de travail, temps libre. Il y a une formule que j'ai pu lire à travers ce dossier, c'est aujourd'hui pour un jeune, finalement, le travail serait une pièce du puzzle de leur vie. Qu'est-ce que vous en pensez? On en est vraiment là aujourd'hui? C'est-à-dire que vraiment, il faut qu'il y ait une adéquation chez ces jeunes entre la sphère personnelle et la sphère professionnelle. Ça ne paraît pas aussi simple que ça de leur proposer ce type de choses aujourd'hui du côté des entreprises. Non, je ne pense pas que ça peut être réduit aussi simplement. Nous, au CEREC, on suit les jeunes durant plusieurs années à la sortie du système éducatif, 3 ans, 6 ans, parfois 10 ans. Et en fait, on voit que leur comportement change. D'abord, l'objectif, c'est de trouver un emploi bien rémunéré, un emploi stable. Ça, c'est le premier objectif. Et durant les 3 premières années, il y en a qui arrivent plus rapidement que d'autres. Effectivement, les étudiants d'école de commerce vont y arriver rapidement. Des étudiants
un peu moins diplômés auront plus de difficultés, mais l'objectif, c'est cet emploi stable, ce qui est la clé pour l'autonomie, notamment pour avoir un logement indépendant, etc. Et Dieu sait si c'est difficile pour ces jeunes de trouver un premier emploi, qui est toujours un cap extrêmement difficile à la sortie des écoles. On demande beaucoup d'expérience à ces jeunes, mais évidemment, c'est paradoxal, puisqu'ils n'en ont pas, ils sortent d'école. Bon, ça a l'air de ne pas avoir beaucoup changé de ce point de vue-là. Oui. Ce qui génère un stress aussi. Tout à fait. Alors, peut-être pour nuancer un peu, c'est difficile de parler en général des jeunes. On a des jeunes qui sortent de l'université ou des grandes écoles qui finalement trouvent assez rapidement un emploi. Pour eux, il n'y a pas de problème et l'emploi est relativement stable. Et puis après, on a les jeunes qui sortent sans diplôme du système éducatif. Et ça, pour eux, par contre, réellement, là, il y a des problèmes. C'est des jeunes qui peuvent rester pendant 3 ans, 6 ans, sans aucun emploi. Donc, on les appelle les NEET, les personnes qui sont ni en emploi, ni en éducation, ni en formation. Et ces jeunes-là ont des véritables difficultés après à être employables et à trouver ne serait-ce qu'un CDD sur le marché du travail. Donc, on peut difficilement raisonner de manière homogène selon les types de jeunes. Et par niveau, il faut regarder par niveau de diplôme et avec des différences très fortes, et notamment pour les jeunes sans diplôme. Et ce qui fait un peu la caractéristique actuelle du marché du travail, c'est que plus le marché du travail est difficile, plus les jeunes sans diplôme sont pénalisés. Voilà. Et sur cette fameuse conciliation, recherche de conciliation entre travail et vie privée. Alors après, lorsqu'on arrive après 3 ans, finalement, là, cette conciliation devient une priorité. On voit apparaître, pour une partie des jeunes, ceux qui sont arrivés à se stabiliser, à avoir un emploi stable, cette conciliation entre, effectivement, vie privée et vie professionnelle. Alors c'est intéressant, on voit même apparaître, par exemple, des jeunes qui ont connu une mobilité d'études, une mobilité professionnelle pour aller à Paris, pour trouver un emploi. On voit de plus en plus apparaître dans nos enquêtes de génération un retour de plus en plus fréquent vers la région d'origine. Et ces jeunes-là reviennent chez eux, et en fait, on voit qu'ils gagnent moins, qu'ils sont prêts à renoncer à un salaire, qu'ils sont prêts à renoncer à des emplois qualifiés, et que finalement, ils se disent se réaliser plus professionnellement, ils sont plus contents dans ces emplois-là. Vous souhaitiez rajouter quelque chose? Oui, au-delà de l'équilibre de vie, un élément qui est extrêmement important que j'ai retrouvé aussi dans les études que j'ai menées, et puis quand on parle aux jeunes, c'est le besoin d'appartenance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes, quand ils s'engagent dans une entreprise, ils sont parfois même plus engagés à l'esprit d'équipe qu'à l'entreprise même. Donc c'est là que même les grosses entreprises, elles ne doivent pas s'auto-suffire à elles-mêmes en disant j'ai une bonne notoriété et donc je vais réussir à faire venir les jeunes chez moi. Les jeunes aujourd'hui passent d'une fidélité à l'entreprise à une fidélité sociale, voire même collaborative. Donc c'est important d'aller vraiment sur cette culture d'appartenance, sur ce lien social qui est extrêmement fort. Et ils ont besoin de ce lien-là. Et très souvent, quand un jeune part, un deuxième jeune part, un troisième jeune part, je me souviens qu'une agence de communication m'avait dit, en entretien de recrutement, il y a un jeune qui m'a posé une question et qui m'a dit, voilà, j'ai une requête à vous faire. Ok, laquelle? Est-ce que tu serais prêt à embaucher 1 ou 2 de mes copains? Parce qu'on a envie de faire plein de belles choses ensemble. Pour aller un tout petit peu plus loin, lorsqu'on veut concilier vie professionnelle et vie personnelle, peut-être au bout de 3 ans, comme vous venez de nous dire, ça implique d'autres choses. Ça implique une flexibilité du travail, ça implique davantage de télétravail, élément nouveau qui est arrivé aussi. C'est ça que ça implique? Bien évidemment, là, on est face à des grandes mutations dans le domaine du travail. Alors, les jeunes ne réclament pas tant de télétravail que ça. On est plutôt sur les Y, mais les 30-40 ans, les jeunes veulent plutôt de la flexibilité au niveau des horaires de travail, ne plus être sur le présentéisme. Ils ont envie d'aller dans l'entreprise parce que l'entreprise est un lieu d'apprentissage, de socialisation, de rencontre. Mais là, on peut aller véritablement, par exemple, sur des actions comme flexibilité au niveau des horaires, semaine de 4 jours, job sharing, se partager un job à 2. Il faut être flexible, mode plutôt hybride. Il y a plein de techniques et d'actions qui peuvent être mises en œuvre. Voilà, la posture du manager qui doit être aussi travaillée. Voilà, on n'est plus sur manager-chef, on reviendra peut-être sur ces questions après, mais plutôt sur un manager aussi coach, bienveillant, qui fait aussi preuve d'ouverture d'esprit. Donc ça demande aussi de l'adaptation. Mais moi je le vois, les jeunes en école de commerce demandent aussi plus de flexibilité aussi dans nos cours. Voilà. Parmi les critères évoqués tout à l'heure, il y a qui arrive en 4e position, c'est la possibilité d'évolution. Or, j'ai vu qu'ici ou là, faire carrière dans une entreprise, une grande entreprise, se projeter à plus de 3-5 ans pour un jeune aujourd'hui, ça paraît extrêmement compliqué. Il n'y a pas un paradoxe là? Oui, alors effectivement, dans notre enquête, on voit qu'il y a une proportion importante de jeunes qui pensent changer d'entreprise d'ici 3 ou 5 ans. Donc l'idée, effectivement, de faire carrière dans la même entreprise, je
crois que c'est quelque chose qui est un peu dépassé, qui n'est plus dans les objectifs prioritaires des jeunes. Mais avoir de l'évolution dans sa vie professionnelle, ça ne veut pas dire forcément faire carrière dans la même entreprise. Au contraire, c'est peut-être bouger, connaître d'autres expériences, une multiplicité d'expériences. Et puis, il y a aussi une partie des jeunes importante, ça nous a frappé, je crois que c'est les 40% des jeunes salariés qui visent à devenir travailleurs indépendants. Donc à fuir le salariat avec ses contraintes, avec la hiérarchie, avec un nombre de contraintes. Donc voilà, ça c'est une autre forme d'évolution aussi. Alors bien sûr, tous ne vont pas y parvenir, mais c'est assez frappant de voir qu'il y a cette envie d'entrepreneuriat dans une grande partie de la jeunesse. Oui, je rejoins ce qui a été dit. En fait, là, on vient de faire une enquête donc, sur la prolongation à 6 ans de ces jeunes qui sont sortis du système éducatif. On les a interrogés 6 ans après. Et qu'est-ce qu'on s'est aperçu? Qu'il y en a un tiers qui voulaient changer de projet professionnel. Ils viennent de sortir il y a moins de 6 ans de l'école. Ils veulent changer. Et il y en a à peu près un quart qui a fait des démarches, qui a fait des formations pour changer de métier. Et en fait, pour changer de métier. Pour changer de métier. Pas d'emploi, pas d'entreprise, de métier. Et en fait, ce que montrent nos premiers résultats, c'est qu'ils s'en tirent pas plus mal. Ils sont beaucoup plus heureux. Donc ça, c'est intéressant aussi. En fait, les jeunes bougent. Ils s'accordent un droit à l'erreur d'une certaine manière en ayant ce type d'attitude de changer de métier au bout de 5-6 ans, comme vous le dites. Il y a eu, voilà, ils s'accordent-ils un droit à l'erreur en se disant oui, j'ai été formé pour tel ou tel job, mais finalement, le temps a un peu passé, j'ai changé d'avis. C'est peut-être des choses qu'on voyait moins dans les générations précédentes, non ? On voyait toujours l'idée que finalement les jeunes bougeaient. De toute façon, en termes d'emploi, il y a à peu près la moitié des jeunes qui sont formés pour le métier auquel ils accèdent. Grosso modo, c'est ça. Lorsqu'on regarde la discipline et la spécialité du métier, il y a un jeune sur 2 qui a la discipline qui correspond à la spécialité du métier. Ça, c'est un chiffre récurrent dans toutes nos enquêtes. Mais cette idée, il nous semble qu'il bouge de plus en plus tôt. Et ça, c'est relativement intéressant. Il y a ce phénomène des job hopping. Alors, c'est de l'anglicisme, c'est de sauter d'un emploi à un autre. On appelle ça des fois le butinage professionnel, pour ceux qui sont contre ce phénomène. Et autrement dit, ça se caractérise justement par un changement de travail. Alors, pas forcément de métier, mais de travail, d'entreprise, tous les 2 ou 3 ans. Et c'est un phénomène qui semble-t-il prendre l'ampleur. Et ces jeunes considèrent que c'est une accumulation d'expérience qui va faire leur progression et l'évolution dont on parlait tout à l'heure. Vous le constatez, vous, ça ? Oui, je le constate et on le voit aussi au sein de notre école, à l'IESEC, avec nos étudiants en école de commerce. Mais je pense qu'il y a un élément important qu'il faut rappeler, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une culture et dans une société de l'immédiateté. Les jeunes, ils sont connectés sans cesse avec leur téléphone portable. Donc, ils vivent l'instant présent. Donc, le rapport au temps est complètement différent par rapport aux anciennes générations, la génération X, la génération des baby-boomers, où le temps était linéaire. Il y avait moins d'allers-retours. Voilà, il y avait un temps pour se marier, un temps pour prendre son indépendance, un temps pour travailler, un temps pour aller à la retraite. On voit aujourd'hui que les jeunes, on est dans la culture de l'expérimentation. Il y a des allers-retours. Donc, ils acceptent aussi de se tromper. Et donc, le droit à l'erreur, je pense que c'est aussi quelque chose de bien, parce que le droit à l'erreur, c'est aussi donner le droit de réussir. Quand on est entrepreneur, il faut savoir se tromper, comprendre les échecs, voilà, si c'est révélateur là-dessus. Donc, c'est vraiment cette culture de l'expérimentation qui fait que les jeunes peuvent parfois butiner, peuvent revenir dans une entreprise, partir, et on l'appelle aussi la génération boomerang. Avant, quand on quittait une entreprise, on n'y revenait plus. Aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes qui partent d'une entreprise et qui sont prêts à revenir parce qu'ils ont voulu partir à l'étranger, faire de l'humanitaire, vivre leur vie. Et les entreprises doivent même se questionner sur comment je peux procéder pour faire revenir les jeunes et travailler sur le processus de re-onboarding, qui est différent du onboarding. Il faut même travailler les entretiens de sortie. Oui, je voudrais rajouter un point, c'est qu'il y a un certain nombre de désillusions au travail aussi. Voyez, et donc, ça fait partie de notre étude, l'étude que nous avons citée sur on a pris plusieurs cohortes. Les désillusions. On a pris des scolaires étudiants, des jeunes actifs précoces et des jeunes actifs avancés. Et dans les désillusions non, mais ce qu'on voit, si vous voulez, c'est qu'au fur et à mesure de l'avancée de la vie professionnelle, les frustrations s'accroissent, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les jeunes débutent leur vie professionnelle au tout début avec un certain nombre d'attentes,
mais qui parfois sont un peu irréalistes, ne correspondent pas tout à fait à la réalité des métiers qu'ils vont occuper. Donc au fur et à mesure qu'ils entrent dans la vie professionnelle, ils sont forcés de faire des ajustements. Ils voient qu'ils ne sont pas très satisfaits. Et donc ces désillusions et ces insatisfactions peuvent les pousser précisément à changer d'emploi pour essayer de trouver quelque chose qui corresponde mieux à leurs attentes. On va rester sur cette étude que vous avez, à laquelle vous avez contribué pour l'Institut Montaigne, avec cette fois les secteurs les plus attractifs pour les 16-30 ans. Regardez ce panneau. 1, le luxe. 2, l'administration. 3, la santé. Et enfin, le secteur associatif. Commentaire. Alors, commentaire d'abord. Le luxe D'abord, le luxe, évidemment, ça a surpris tout le monde. Oui. Parce que l'entreprise emblématique du luxe, c'est LVMH en France, avec son patron Bernard Arnault, qui n'a pas une cote absolument extraordinaire, y compris chez les jeunes. Donc, je pense qu'ils n'ont pas l'image de Bernard Arnault lorsqu'ils choisissent le luxe. Je pense qu'il y a à la fois l'idée d'une entreprise de haute qualité artisanale, parce que c'est ça aussi le luxe en France. Oui. Et puis peut-être, pour ces jeunes, mais là peut-être ils se trompent, peut-être l'idée qu'on est très bien payé dans le luxe. Oui. Oui. Luxe au salaire, bon peut-être ils se trompent, j'en sais rien. Mais alors après, on a évidemment des choses... À l'inverse, on n'a pas l'habitude d'entendre dire qu'on est très bien payé dans l'administration, par exemple. Non, mais là... Qui arrive en deuxième. Oui, mais là, si vous voulez, il faut revenir aux attentes des jeunes, bon équilibre entre vie de travail et vie personnelle. Je pense que beaucoup de jeunes pensent que dans l'administration, eh bien précisément, cet équilibre est plus facile à obtenir que dans le privé. Vous voyez, et il y a peut-être aussi dans ce choix des objectifs un peu plus nobles de solidarité, de service public. Vous voyez, ça peut exister aussi chez une partie des jeunes. Votre commentaire sur ces secteurs les plus attractifs pour les jeunes ? Alors j'ai été surpris également sur la question du luxe. Ça, c'est effectivement, c'est une question, c'est une question. Mais autrement, je suis assez, c'est assez cohérent avec ce qu'on peut penser. Globalement, même la santé est un secteur qui passionne quand même les jeunes, même si parfois il y a des difficultés de recrutement aussi. Mais c'est quand même un secteur qui passionne. Et puis après, il y a une bonne insertion du coup des jeunes dans ce secteur. L'administration a toujours été un secteur attractif, notamment pour les diplômés et notamment pour une partie des diplômés, notamment en lettres et sciences humaines et sciences sociales. C'est un souhait de beaucoup de jeunes de travailler sur ce secteur. Et puis avec peut-être encore cette idée que ce sont des emplois durables, préservés. Enfin, il y a une sécurité de l'emploi, voilà le terme utilisé généralement. Il y a une sécurité de l'emploi et il y a l'associatif. Ça reflète peut-être une volonté d'engagement. Oui. Sur le terrain environnemental, sociétal, non ? Oui, effectivement, avoir du sens, donner du sens au travail, effectivement, ça, c'est un critère qui effectivement joue également. Et d'ailleurs, je n'ai pas été surpris parce que j'avais trouvé un résultat équivalent sur tout ce qui était les valeurs écologiques des jeunes, qui finalement étaient loin d'être une priorité. J'ai fait une petite enquête en Bourgogne sur des troisièmes, sur 2000 élèves en troisième, avec une de mes doctorantes, qui montrait qu'effectivement, sur 11 valeurs, l'environnement arrivait en 11e position. Oui, on le trouve aussi dans notre enquête. Dans les critères de qualité du travail, on a proposé un critère, une entreprise socialement responsable et attentive aux questions de l'environnement. Je crois que ça vient en avant-dernière position. Mais je rajoutais quelque chose sur l'associatif, la santé, etc. C'est qu'il faut voir que c'est très genré aussi. C'est-à-dire, les jeunes qui se dirigent prioritairement vers ces secteurs-là, ce sont surtout des jeunes femmes. Parce que ces jeunes femmes, alors peut-être que c'est une question d'éducation, voilà, mais ces jeunes femmes sont très sensibles à tout ce qui a trait à l'humain. Voilà. Alors que les jeunes hommes privilégient plutôt soit le maniement de la matière, dans les métiers industriels, soit des symboles, des chiffres, voilà. Donc c'est très genré. Alors, votre commentaire sur ces secteurs les plus attractifs ? J'interviens beaucoup dans ces différents types, justement, en plus de secteurs, et c'est extrêmement intéressant. Le luxe, on a beaucoup d'étudiants, nous notamment en école de commerce, qui vont vers le luxe, parce que voilà, c'est aussi le prestige, la rareté, la notoriété, etc. Et on retrouve ce besoin aussi de se sentir utile,
Un grand besoin de sentiment d'utilité publique au travers des métiers comme la santé. Si pourtant la santé, ils ont énormément de mal dans les hôpitaux et dans les cliniques à recruter parce qu'on a perdu aussi ce sens-là. Donc ils doivent retravailler justement sur l'attractivité de leur marque employeur par rapport à ça. Le domaine associatif, je vous rejoins. C'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes sont parfois, ils sont portés sur les questions d'environnement, mais encore plus sur les questions sociales. Ils ont envie d'être collaborateurs et citoyens. Voilà. Et la diversité, par exemple, ça ne suffit plus. Ils ont envie d'aller vraiment sur des questions d'inclusion. Le greenwashing, ils n'aiment pas. Donc voilà, le greenwashing, c'est des entreprises qui vont être sur le discours. Mais Greenwashing, c'est le vrai faux engagement écologique. Vrai faux engagement, exactement. On veut véritablement montrer des actions. Et les jeunes sont prêts à aller dans aussi des plus petites structures, des PME, des PMI, là où ils vont pouvoir renouveler leurs compétences. Et là où parfois, on ne va pas être sur ces questions encore d'inclusion. Et les jeunes vont dire, nous, on a envie d'être protagonistes et de raconter notre propre histoire par rapport à ces sujets-là. Dernier panneau qu'on a choisi pour l'illustration de cette étude, c'est le rapport finalement des jeunes à la hiérarchie. 42% des jeunes obéissent sans réserve à leur manager, 48% obéissent lorsqu'ils sont convaincus et seulement 10% rejettent totalement l'autorité hiérarchique. Ils vous ont surpris ces résultats ? Oui, quand même. Et en termes d'évolution, ils sont... ça, je ne peux pas dire, parce qu'il faudrait avoir une Ils sont étude... plus respectueux, aussi respectueux que la génération précédente, globalement, ces jeunes ? En tous les cas, là, on voit qu'il n'y a pas de rejet massif de l'autorité. Donc là, ça dément quand même une idée reçue, si vous voulez, qui est très courante. Et voilà, les jeunes rebelles, rétifs à l'autorité. Individualistes, contestataires. Bon, il y en a même, vous voyez, 42% qui obéissent sans condition. Vous voyez, alors, bon, il y en a quand même une petite moitié qui veulent quand même comprendre ce qu'on leur demande. Mais non, c'est assez... D'ailleurs, globalement, dans notre enquête, oui. Ce qui m'a frappé, moi, c'est qu'il y a finalement assez peu de rebelles. Vous voyez, il y a assez peu de rebelles. Les jeunes se conforment plutôt à la fois aux attentes qu'ils se pensent correspondent à leur niveau de diplôme. Vous voyez, ils n'ont pas des attentes... Voilà, le niveau de diplôme est extrêmement prescripteur des attentes. Voilà. Donc il y a assez peu de... Alors il y en a quand même une partie qui est frustrée, contestataire, mais on a fait une petite typologie, c'est 10%. Quoi, vous voyez. Une génération qui ne serait pas plus rebelle, pour reprendre ce terme que moi, ce n'est pas une question d'être rebelle, c'est qu'on est sur quand même, globalement, il y a un autre rapport à l'autorité si on se questionne sur la notion même d'autorité. Ouais. Souvent, je dis, on passe d'une autorité de fait à une autorité relationnelle. Voilà, les jeunes, quand ils sont face à un manager qui est chef, ils vont dire on n'a pas forcément envie d'obéir à un chef parce qu'il est plus âgé, parce qu'il a le plus de diplômes ou parce qu'il est au dernier étage de l'entreprise. Mais c'est parce que voilà, ce manager, il sera doté de compétences humaines, de bienveillance, il sera faire preuve de feedback. On l'a vu à un moment, ils ont besoin de comprendre. Et j'avais interviewé dans le cadre de mon dernier ouvrage justement un lieutenant dans le domaine de l'armée en disant est-ce que les jeunes sont toujours engagés ? Il m'a répondu avant ils obéissaient sans véritablement comprendre. Il faut prendre aujourd'hui le temps de leur expliquer. Et moi je le vois aussi dans ma posture de prof. On n'est plus un prof sachant. Aujourd'hui on est devenu aussi un prof coach. Voilà. Et on doit aussi expérimenter et travailler en parallèle en leur donnant beaucoup de feedback aux étudiants. Ils demandent énormément de feedback. Oui, je vous laisse répondre ou compléter, je ne sais pas. Et ça sera malheureusement le mot de la fin. D'accord. Je voulais rebondir sur ce que disait Olivier Gallin par rapport au diplôme. Effectivement, il y a une partie des jeunes qui sont déclassés. Et ça augmente un peu les classements par rapport à leur niveau de diplôme. En termes d'emploi, du niveau des qualifications d'emploi, il augmente un peu. Et pourtant, ces jeunes-là, ils ne sont pas satisfaits. Ils cherchent à avoir l'emploi correspondant à leur diplôme. C'est-à-dire, si on a un bac plus 5, on veut être cadre ou cadre supérieur. Et donc, on voit progressivement que lorsqu'on regarde les trajectoires des jeunes, que ça augmente et on voit les efforts que font les jeunes pour atteindre ces emplois qualifiés, avec évidemment tous les attributs, notamment le management par exemple, s'ils doivent manager. Voilà. Et donc cette question du déclassement qui est finalement élevée, elle se joue, on la voit, elle diminue au fur et à mesure de la carrière, parce que les jeunes veulent trouver un emploi en rapport avec leur niveau de diplôme. Merci beaucoup vraiment à tous les trois d'avoir participé à cette émission aujourd'hui. Merci aussi à Félicité Gavalda, Yasmine Benaïssa, qui font partie de cette génération Z et qui m'ont aidé, comme à l'accoutumée, à préparer cette émission. Vos réactions, ça sera sur #DébatDoc. Quant à moi, je vous retrouverai pour un prochain DébatDoc. Ça sera à la même place, la même heure, et bien entendu, toujours avec son documentaire et son débat. À très bientôt.